Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la dernière avant notre pause estivale. Notre série de webinaires courts où 2 mercredis par mois, nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Pierre Jaillet, chercheur associé en politique monétaire à l'Institut Jacques Delors et chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour analyser le contexte et les effets potentiels sur l'inflation et la croissance des mesures de politique monétaire qui devraient être annoncées dès demain. En effet, à cette date, la Banque centrale européenne doit relever pour la première fois depuis 2011 ses taux d'intérêt directeurs de 0,25%. Elle l'a annoncé à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs du 8 juin dernier. La BCE a par ailleurs aussi indiqué son intention de mettre un terme à ses achats nets d'actifs à compter du 1er juillet. Il y aurait alors, d'après François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, un consensus au niveau des gouverneurs sur cette question. Cependant, certains membres relèvent déjà le fait que l'augmentation des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne n'est pas comparable avec ceux pratiqués par la Banque fédérale américaine, et ça ne manque pas de relever des commentaires notamment de la part du gouverneur de la Banque centrale néerlandaise, Monsieur Knot. Donc, nous sommes ravis d'accueillir Pierre Jaillet aujourd'hui pour décrypter ces questions et peut-être aussi avec lui essayer d'entrevoir à plus long terme, au-delà de ces décisions du 21 juillet, la question des perspectives et des conséquences possibles d'une normalisation de la politique monétaire après une phase de plus de 10 ans de taux d'intérêt à zéro et d'achat massif d'actifs par la Banque centrale européenne. Sans plus attendre, je cède la parole à Pierre Jaillet pour sa présentation et je vous rappelle également que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser toutes vos questions à notre intervenant du jour. Pierre Jaillet, sans plus attendre, je vous passe la parole. Merci Mathieu. En novembre 2021, on a eu un Euroquestion sur l'inflation et la situation a radicalement changé depuis lors. Les prévisions tablaient sur un retour de l'inflation à 2% au deuxième semestre 2022 dans la zone euro. On est aujourd'hui à 8,6% avec des écarts spectaculaires d'un pays à l'autre. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne autour de 8%. Les PECO aux alentours de 10%, les pays baltes à 17 ou 18%, la France était un peu cavalier seul avec 5,8%. Alors, ces écarts inédits sont liés à 3 facteurs essentiellement, la dépendance plus ou moins forte aux importations de Russie, bien sûr, les mécanismes d'indexation des revenus plus ou moins puissants, et aussi des mesures de soutien du pouvoir d'achat assez massives, différentes selon les pays, via notamment le blocage des tarifs de l'énergie ou des subventions à la consommation. Et la France, à cet égard, se distingue de ses partenaires. On a déjà dépensé 30 milliards d'euros depuis la fin 2021. Il y a 20 milliards dans les tuyaux discutés actuellement au Parlement dans le cadre de la loi du pouvoir d'achat. Donc, ça ferait à peu près 40 à 50 milliards. C'est ces 40 milliards qui impactent directement l'indice des prix et 40 milliards rapportés à une consommation de 1 250 milliards des ménages. Ça fait les 3 points d'écart, en gros, avec le taux moyen de la zone euro. Donc, le thermomètre, d'une certaine manière, fausse la comparaison. Alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'il y a un changement dans la nature du choc d'inflation. On ne peut plus l'analyser comme un choc transitoire de nature exogène. La guerre en Ukraine a amplifié le choc post-Covid. On observe l'enclenchement de boucles prix-salaire. Les agents économiques intègrent dans leurs anticipations l'hypothèse d'une inflation à la fois durable, forte et auto-entretenue, ce qui est d'ailleurs et généralisée, ce qui est d'ailleurs la définition de l'inflation. Et donc, il y a des goulots de production, j'allais dire, à tous les étages. Et dans le même temps, la demande est soutenue par des mesures de soutien assez massives, notamment en France, mais aussi ailleurs. La normalisation progressive de taux d'épargne, qui était très élevée après la crise du Covid, et une demande de crédit assez résistante. Alors, ces éléments expliquent pourquoi on est aujourd'hui dans une situation qui est proche de la stagflation, mais formellement pas tout à fait de la stagflation, même si on s'y dirige assez rapidement. Et lorsqu'on regarde les prévisions, on voit qu'elles sont révisées assez régulièrement et assez sensiblement à la baisse pour l'activité et à la hausse pour l'inflation. Et dans le cas de la France, par exemple, il y a aussi un petit problème, pas seulement dans le cas de la France, entre les données en moyenne et les trajectoires trimestrielles.
Ainsi, l'INSEE prévoit 2,3% de croissance sur 2022, avec un acquis de croissance de pratiquement 2 points à la fin du premier trimestre, ce qui veut dire qu'on aurait quasiment une stagnation sur les 3 derniers trimestres. Alors, passons maintenant aux politiques monétaires. Elles sont sur le fil du rasoir. Cette situation est très inconfortable pour les banques centrales qui sont confrontées à un sérieux dilemme. Il faut combattre l'inflation, préserver la crédibilité de leur politique monétaire, leur réputation, sans plonger les économies dans la récession face à un double choc d'offres et de demandes. Alors, plusieurs banques centrales ont déjà réagi vigoureusement. La Banque d'Angleterre en est à sa 5e hausse de taux et ces taux sont actuellement à 50%. La Banque du Canada vient de relever de 100 points de base ses taux d'intérêt à 2,50 et la Fed, depuis mars, a également enclenché un processus de hausse de taux. Et selon les projections du Federal Open Market Committee, ce taux pourrait atteindre 350 points de base à la fin de 2022, c'est-à-dire on aurait une hausse cumulée de 300 points de base sur 9 mois, ce qui est historiquement inédit. Alors, la Banque centrale européenne apparaît à certains égards plus timorée. Elle a préannoncé, comme Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, une hausse de 25 points de base de ses taux directeurs qui devrait être confirmée lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de demain. Peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera 25 points de base, on verra bien. Et elle a aussi, d'une certaine manière, laissé entendre que cette première hausse de 25 points de base serait suivie d'une hausse de 50 points de base en septembre. Notons qu'après la réunion de demain, le taux de la facilité de dépôt sera toujours à moins 0,25%, le taux principal de refinancement à plus 0,25%. Donc, on est quand même dans des taux d'intérêt réels exceptionnellement négatifs au regard d'une inflation qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est supérieure à 8%. Alors, en même temps, la politique monétaire de la BCE ne se réduit pas à la gestion de ces taux directeurs. Elle joue sur d'autres leviers, 3 leviers en particulier. D'une part, elle a arrêté depuis le 1er juillet ses achats de titres, même si elle continue à réinvestir les titres venant à échéance. Elle a également mis fin à des opérations de refinancement à moins 1% sous conditions permettant aux banques de refinancer des crédits à des conditions très, très, très favorables. Et bien sûr, il y a la forward guidance, le guidage des anticipations par lequel elle dévoile ses intentions pour la suite. Là aussi, il faut attendre la conférence de presse, c'est ce que dira Madame Lagarde demain. Ceci dit, on peut déjà constater un certain changement des conditions monétaires et financières dans la zone euro. Par exemple, le rendement moyen des dettes publiques est déjà à 3% aujourd'hui, globalement sur la zone euro, je veux dire le rendement à 10 ans. Le rendement des obligations corporate, c'est-à-dire le financement des entreprises, lorsqu'elles vont sur le marché obligataire, est entre 3,5 et 4, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Et puis, on observe aussi une certaine hausse des crédits à l'habitat qui a déjà entraîné un certain fléchissement des intentions d'achat et des nouveaux prêts. Bon, il reste que l'attitude prudente de la Banque centrale européenne semble fondée sur l'hypothèse implicite et cohérente avec ses prévisions d'ailleurs, d'un retour graduel de l'inflation, disons dans les clous de 2% à l'horizon de 2024, sans qu'elle ait à resserrer drastiquement ces conditions monétaires et financières, et bien sûr avec le risque de plonger les économies dans la récession, de mettre les dettes publiques en situation d'insoutenabilité ou même de créer une situation d'instabilité financière. Alors, les marchés financiers semblent valider cette stratégie. Le taux Euribor à 3 mois anticipé sur 2024 plafonne à 1,5%. Mais on sait que la fiabilité des anticipations des marchés est relativement faible et qu'en plus, elle se nourrit de la communication des banques centrales. Donc, il y a un aspect un petit peu circulaire là-dedans. D'autre part, et plus important peut-être, l'approche de la BCE repose fondamentalement, à mon avis, sur l'hypothèse d'une résorption régulière mais progressive à l'horizon des prochains trimestres du choc d'offres, ce qui suppose aussi d'ailleurs un certain apaisement des tensions géopolitiques. Donc, il y a pas mal d'aléas là-dedans. Alors, la BCE elle-même, et je veux quand même revenir là-dessus, est confrontée à quelques difficultés spécifiques auxquelles ne sont pas confrontés ses homologues. Alors, faisons-nous l'avocat du diable. On a pu critiquer la politique ultra-accommodante de la BCE, taux zéro, achat massif de titres depuis 2014 en particulier,
qui a favorisé clairement l'endettement public, privé, à certains égards peut-être suscité aussi des bulles spéculatives. Toutefois, la prudence actuelle de la BCE, à mon avis, est compréhensible actuellement à plusieurs égards. Notons au passage que le décalage de 4 mois entre le règlement des taux de la Fed et de la BCE est assez explicable par le décalage du cycle d'inflation et le fait que la nature du choc d'offres est différente des deux côtés de l'Atlantique. Mais revenons au problème spécifique du fonctionnement et des difficultés de la BCE relatives au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, et j'en vois 3. Le premier réside dans les écarts inédits d'inflation que j'ai évoqués tout à l'heure. Ça ne facilite évidemment pas la tâche de la Banque centrale européenne et ces écarts reflètent pour une grande part des divergences de politique économique, c'est-à-dire qu'en réalité, ça tire un petit peu à U et à dia, il n'y a pas de coordination. Deuxième difficulté, la politique budgétaire agrégée de la zone euro, si on prend l'ensemble des politiques budgétaires, reste expansive. Et ce qui veut dire que face à un choc d'offres et des contraintes de rareté, ça ne fait qu'attiser l'inflation. Et à cet égard, lorsqu'on regarde le policy mix américain, l'administration Biden a commencé à resserrer sa politique budgétaire, ce qui veut dire que la politique budgétaire et la politique monétaire vont dans le même sens, alors que dans le cas de la zone euro, on s'approche d'une certaine manière d'une sorte de conflit de policy mix. C'est pourquoi, alors, dernier point important et d'actualité, c'est que on commence à voir se relever les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux d'intérêt à l'intérieur de la zone, donc au détriment bien sûr de certains pays périphériques, au détriment de pays jugés plus fragiles financièrement, et aussi en fonction des incertitudes politiques. Tout le monde pense à l'Italie, bien évidemment. Mais je citerai un seul chiffre, depuis la fin 2021, l'écart de taux à 10 ans entre l'Allemagne et l'Italie, il a progressé de 140 points de base, ce qui fait que le spread entre l'Allemagne et l'Italie est actuellement de 240 points de base, ce que beaucoup considèrent comme un seuil d'alerte. C'est pourquoi la BCE devrait probablement annoncer demain la mise en place d'un dispositif anti-fragmentation, il faut mettre des guillemets anti-fragmentation, dont les contours, bien sûr, restent à préciser. D'ailleurs, ce mécanisme s'inscrit un peu dans la lignée du SMP Security Market Programme qui avait été mis en place en 2010 lors de la crise de la zone euro, ou du dispositif OMT d'opération monétaire sur titre qui n'a d'ailleurs jamais servi. Il faut savoir que ce type de mécanisme, en quoi consiste ce mécanisme? Il consiste en réalité à acheter des titres spécifiques de souverains de façon à éviter une surréaction des marchés qui pourrait conduire et pourrait dégénérer en une crise systémique, et d'autre part à préserver l'unicité de la zone monétaire de façon à préserver aussi l'efficacité des canaux de transmission de la politique monétaire unique. Alors on en saura davantage demain, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, bien évidemment. Je crois que ce système s'apparente à une sorte de mécanisme d'assurance. Et donc, ce qui suppose de résoudre des problèmes assez complexes, qui portent en particulier sur la conditionnalité, puisqu'il faut essayer de limiter le plus possible l'aléa moral. Il faut également discuter, se mettre d'accord sur les conditions de déclenchement, quel est le niveau de spread jugé acceptable, etc. Et puis, dans quelle mesure on stérilise ou non ces interventions pour ne pas trop interagir avec la politique monétaire. Et comme on peut l'imaginer, ce sujet est loin d'être consensuel au niveau du Conseil des gouverneurs. Et d'ailleurs, il y a eu une intervention récente du président de la Bundesbank, Joachim Nagel, qui a dit que ce type de mécanisme ne pourrait être utilisé ou déclenché que dans des conditions exceptionnelles et avec des modalités extrêmement restrictives. Donc, pour conclure, je crois que la suite de la crise du Covid et la guerre en Ukraine, auquel il faut ajouter sans doute les effets précurseurs du changement climatique, du réchauffement climatique, confronte tous les responsables de la politique économique à une situation totalement inédite, dont la poussée d'inflation n'est qu'un des signaux. Et les banques centrales, malgré tout, sont en première ligne et leur tâche n'est pas facile. Alors, la situation de la BCE, comme je viens de le dire, est encore plus délicate. Et comme lors de chaque crise, elle doit remplir son mandat de stabilité des prix, bien évidemment, mais elle doit aussi colmater les brèches du volet économique de l'Union économique et monétaire, son talon d'Achille, que Jacques Delors avait identifié dès l'origine.
Donc, un mécanisme anti-fractionnement est sans doute nécessaire aujourd'hui, mais il faut être conscient qu'il revient à fédéraliser de facto les dettes, enfin les dettes souveraines des nationales. Et dans ce cas-là, la question évidemment qui se pose, c'est pourquoi ne pas aller logiquement vers la création ou le développement d'une dette fédérale en ligne avec le Next Generation EU qui a été mis en place en 2020. Cela aurait en particulier le mérite de clarifier les responsabilités entre les politiques budgétaires et la politique monétaire et donnerait sans doute des marges de manœuvre supplémentaires à la Banque centrale européenne pour combattre l'inflation. Je m'arrête. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je vais me lancer immédiatement dans les questions. On reçoit plusieurs questions sur la perte de valeur de l'euro face au dollar. Un auditeur remarque que l'euro a perdu 10% de sa valeur face au dollar et que les deux devises sont aujourd'hui à quasi parité. Comment est-ce que la BCE peut limiter cette perte de valeur de la devise et est-ce que à long terme ou même à moyen terme, est-ce une situation grave et inquiétante? Alors, je crois qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les parités bilatérales et en particulier sur la parité entre l'euro et le dollar, qui a effectivement pas mal bougé au cours de ces derniers mois. Pourquoi elle a bougé? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que d'abord, effectivement, le dollar est mieux rémunéré que l'euro, hein, compte tenu du relèvement plus rapide des taux à la Fed. Le deuxième, c'est que la dynamique, notamment des prix du pétrole et de l'énergie qui sont libellés en dollars, ne l'oublions pas, conduit à des recyclages de ces dollars, notamment sur les États-Unis. Donc, mécaniquement, il y a une tendance à l'appréciation du dollar. Le dernier élément aussi, c'est que lors des phases de tension géopolitique, on observe toujours un retour vers des valeurs refuges. Ça peut être l'or, ça peut être le franc suisse, et c'est aussi le dollar. Une fois que j'ai dit ça, je crois qu'il ne faut pas trop dramatiser pour la raison suivante. Lorsqu'on regarde le taux de change effectif de l'euro, c'est-à-dire le taux de change calculé par rapport à l'ensemble de ses partenaires, en fait, ça n'a quasiment pas bougé. On a dévalué peut-être de 2 ou 3%, et dans ce calcul, évidemment, on prend en compte la baisse du dollar, la hausse du dollar. Donc, l'euro ne s'est pas vraiment dévalorisé par rapport à l'ensemble des monnaies mondiales. Il s'est dévalorisé par rapport au dollar. Et donc, c'est plus une appréciation du dollar qu'une chute de l'euro, comme certains le disent. Donc, je veux dire, pour le moment, il n'y a pas, de ce point de vue-là, péril dans la demeure. Dernier point peut-être, la BCE n'a pas d'objectif de taux de change, hein. Elle ne prend en compte le taux de change dans sa politique monétaire que dans la mesure où ce taux de change peut effectivement affecter les conditions monétaires et financières. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est une des variables prises en compte, mais pas la seule. Merci beaucoup. Alors, vous en avez parlé rapidement dans votre présentation, mais des questions évidemment sur la situation en Italie. Que faire contre cette instabilité chronique qui existe? Vous avez parlé rapidement du spread. Aussi, une autre question sur la situation de pays gravement endettés qui ont beaucoup souffert de la crise de 2008 et de la crise du Covid. On pense notamment à la Grèce. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation de ces pays et comment remédier, comment la BCE peut agir pour remédier à ces instabilités financières et économiques? Alors, la question est un peu compliquée. D'abord, il faut avoir en tête qu'il n'est pas dans le mandat de la BCE de corriger les écarts économiques ou même financiers entre les pays membres, hein. Ça relève des politiques budgétaires, des politiques économiques, des politiques structurelles sous la responsabilité des États. Le mécanisme auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, le mécanisme anti-fragmentation, qui est à nouveau dans la ligne du SMP, de l'OMT, etc., et qui, au passage, formellement, n'est pas dans les attributions, hein, de la Banque centrale européenne. Quand Mme Lagarde, en 2020, a dit il n'est pas de la responsabilité de la Banque centrale européenne de corriger les spreads, elle s'est fait injurier pratiquement, mais elle avait raison formellement. Donc, à nouveau, c'est une intervention par défaut de la Banque centrale européenne. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas utile. Je pense que dans les conditions actuelles, elle est utile et nécessaire, sans doute indispensable.
Mais il faut savoir que ce sont des interventions par défaut. Ce que peut faire la Banque centrale européenne, en l'occurrence, c'est faire en sorte que ces écarts entre les différents pays, qui sont liés à une foultitude de raisons, ne se traduisent pas par des surréactions sur les marchés qui conduiraient à une crise systémique et à une possible dislocation de la zone euro. C'est ça sa responsabilité. Mais sur le reste, sa responsabilité, c'est de maintenir la stabilité des prix dans l'ensemble de la zone, évidemment, en faisant en sorte que, et à terme c'est sans doute le cas, ça ne nuise pas à la croissance d'ensemble de la zone. Merci beaucoup. Une autre question, vous en avez aussi parlé, c'était une question sur les failles de l'Union économique et monétaire. On a vu avec le plan de relance et la crise du Covid que la question de l'endettement commun avait été mise sur la table. La question, voilà, comme vous disiez, une dette fédéralisée, voire d'une union bancaire. Est-ce que c'est quelque chose que j'imagine que vous appelez de vos voeux? Est-ce que c'est quelque chose que vous espérez dans la crise de l'inflation à venir? Alors, d'espérer, d'abord, on peut s'y attendre, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pratiquement dans les tuyaux. On va voir ce que les annonces qui seront faites par la Banque centrale européenne demain. À nouveau, ce que je peux dire, c'est que c'est sans doute indispensable aujourd'hui, mais que cela ne résout qu'une partie du problème. On se retrouve toujours en cas de crise dans la zone euro, avec finalement une certaine impuissance des gouvernements à coordonner leur politique de façon suffisamment efficace. On l'a vu tout à l'heure, y compris pour les mesures de soutien et du pouvoir d'achat, hein, où ça tire un petit peu à U et à l'IA. C'est vrai aussi d'une certaine manière, et on en paye le prix sur la politique énergétique. Je ne suis pas un spécialiste, il y en a à l'Institut Jacques Delors qui serait beaucoup mieux qualifié que moi pour en parler, mais je pense que c'est le cas. Et donc, d'une certaine manière, on est actuellement au point où la Banque centrale européenne est en effet amenée à colmater les brèches, ce qu'elle a fait d'une certaine manière pratiquement depuis 10-15 ans. Et ces brèches sont liées effectivement au dysfonctionnement de l'union économique et monétaire. Une question justement sur cette idée de colmater les brèches. On n'est peut-être pas si loin que ça. Le whatever it takes de M. Draghi, est-ce une formule soutenable à long terme, et est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette stratégie? Alors, ce n'était pas vraiment une stratégie, le whatever it takes. C'était une réponse spécifique à un problème en 2012, en juillet 2012, si ma mémoire est bonne, qui était que la crise, alors, la zone euro alors était au bord de l'implosion ou l'explosion, comme vous voulez. Hein, il y a les spreads, pour le coup, pour la Grèce, étaient supérieurs à 10%, en Espagne, très important, en Italie, bien supérieur à ce qu'ils sont aujourd'hui, etc. Donc, en l'occurrence, le whatever it takes de Draghi consistait à dire je ferai ce qu'il faudra pour au moins, avec les moyens qui sont les miens, hein, qui sont des moyens monétaires et financiers, maintenir la cohésion de la zone. Mais je me souviens que dans le même discours, il renvoyait aussi les gouvernements à leurs responsabilités, en leur disant la politique monétaire ne peut pas tout. Hein. Donc, on a retenu le whatever it takes. C'était très pratique d'une certaine manière pour les gouvernements. Mais ce que l'on attend maintenant, c'est que, au-delà de ce whatever it takes et des mesures de politique monétaire qui sont un peu des béquilles, d'une certaine manière, des dysfonctionnements de l'union économique et monétaire, on s'engage de façon plus hardie et allante vers des mécanismes de solidarité européens, spécialement dans la zone euro, ce qui veut dire effectivement une meilleure coordination budgétaire, ce qui veut dire une dette sans doute fédérale. On voit mal comment on pourrait y échapper dans les années à venir. Et à nouveau, il y a l'exemple du Next Generation EU qui ouvre la voie d'une certaine manière. Et donc, c'est par ces moyens-là, effectivement, qu'on arrivera à mieux faire fonctionner cet animal assez bizarre, finalement, avec une politique monétaire unique et X politiques budgétaires qui se coordonnent mal. Merci beaucoup. Une autre annonce récente par rapport à la zone euro, c'est évidemment l'entrée de la Croatie dans l'euro au 1er janvier 2023. Est-ce que vous voyez cet élargissement de la zone euro d'un bon œil ou pas? Oui, on va pas dire on va pas dire aux Croates qu'ils ne sont pas bienvenus dans la zone euro. Et d'ailleurs, s'ils y viennent, c'est qu'ils auront rempli un certain nombre de critères qui seront en accord d'ailleurs avec la Commission européenne et
la Banque centrale européenne. Et donc, ça veut dire, a priori, qu'ils seront aptes à faire partie de l'union monétaire. On sait que rentrer trop tôt dans l'union monétaire, ce n'est pas une bonne chose, que ça a un coût à la fois pour le pays concerné et pour l'ensemble des pays de la zone. Donc, faisons confiance aux institutions, notamment à la Banque centrale européenne, pour décider si oui ou non la Croatie est prête à y rentrer. En même temps, je crois que, et c'est mon avis personnel, je crois qu'ajouter un nouveau membre, que ce soit d'ailleurs dans l'Union européenne ou que ce soit dans la zone euro, ça repose à chaque fois de façon encore plus aiguë la question de la gouvernance. Et j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas y revenir, que cette gouvernance, à mon avis, doit être fortement améliorée pour obtenir un ensemble plus stable et plus efficace. Merci beaucoup. J'aimerais bien rebondir sur une petite phrase par là que vous avez dit dans votre présentation que j'ai trouvé assez parlante. Bon, on parle évidemment de la crise du Covid, de la guerre en Ukraine. Vous avez aussi parlé des prémices du réchauffement climatique. Comment est-ce que vous voyez ce lien de corrélation entre réchauffement climatique et inflation? Alors, j'ai dit les prémices, hein. C'est-à-dire, je pense que, enfin, je ne suis pas le seul d'ailleurs, et à nouveau, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais je crois qu'on peut s'accorder sur le fait qu'une grande partie des tensions que l'on peut voir sur les matières premières, sur le prix de l'énergie, on n'en est qu'au début. Et que, d'une certaine manière, crise du Covid plus guerre en Ukraine, et surtout les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, y compris les pénuries diverses que j'ai signalées, y compris d'ailleurs une certaine déglobalisation, c'est-à-dire la destruction de certaines chaînes de valeur, préannonce d'une certaine manière tous les problèmes auxquels on pourrait être confronté avec le réchauffement climatique. Donc, je pense que d'une certaine manière, c'est un bon wake-up call, comme disent les Anglais, un bon signal d'alarme de ce qui nous attend par la suite, et à quelque chose, malheur est bon, il faut qu'on en tire parti. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette présentation d'abord et puis pour avoir pris le temps de répondre aux questions de nos auditeurs à qui je m'adresse maintenant pour clore cette Euro-question. Nous vous remercions d'avoir été avec nous cet après-midi et pour certaines et certains d'entre vous d'avoir été avec nous tout au long de l'année pour nos Euro-questions. Comme j'ai annoncé au début, cette Euro-question sera le dernier avant une pause estivale et nous reprendrons donc vers la mi-septembre 2022 et nous serons ravis de vous accueillir à nouveau pour décrypter l'actualité européenne et puis présenter les travaux de l'Institut Jacques Delors. L'enregistrement de ce webinaire vous sera envoyé cet après-midi. Un très bel été à toutes et tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Mathieu, au revoir.